Derrière la Dolce Vita se cache celle qu'on appelle en italien la cronaca nera, la rubrique des faits divers qui nous révèle, comme un feuilleton, la face sombre de l'Italie. Des drames, des mystères, des rebondissements et des affaires hors normes, qui ont marqué l'histoire, la justice, la vie politique et religieuse, et qui continuent des décennies plus tard à fasciner, à bouleverser les Italiens. Celle que nous allons vous raconter en fait partie. Elle commence en 1980, à Giarre, une petite ville tranquille de Sicile, au pied de l'Etna. Le 31 octobre, 2 hommes sont retrouvés morts dans un champ. Un crime homophobe et mystérieux qui marquera un tournant dans la conquête des droits LGBT en Italie. Giovedì crimini. Tous les jeudis, une affaire criminelle qui raconte l'Italie. Attention, l'épisode que vous allez écouter contient des descriptions de meurtres, des mentions de suicides et de violences homophobes. Ce soir d'automne, les habitants de Giarre commencent à se préparer. Plus qu'1 jour avant les célébrations de la Toussaint. Les familles cuisinent des gâteaux pour les servir en offrande aux défunts. Puis elles iront fleurir leur tombe au cimetière pendant la procession. Les traditions sont intouchables dans cette petite ville de la province de Catane. Pas très loin de là, un grand verger d'agrumes embaume l'atmosphère. Un berger s'y promène, loin de l'animation, entre les citronniers et les orangers. Il profite du calme de la campagne en surveillant ses moutons, qui sont dispersés aux alentours. Mais sa balade est interrompue par une odeur entêtante qui agresse ses narines. Une puanteur qui tranche avec la douceur du parfum des pins et des fruits. Plus il s'approche d'un des arbres, plus l'odeur est nauséabonde. Jusqu'à ce qu'il soit stoppé net par une découverte macabre. À ses pieds gisent 2 cadavres. Les corps sont tellement décomposés qu'on distingue à peine leur visage. Le berger, sous le choc, part alerter la gendarmerie. Mais une fois sur place, les gendarmes ne s'attardent pas plus que ça. Ils observent la scène de manière très expéditive. Sans doute parce qu'un détail leur saute aux yeux. Les 2 victimes se tiennent la main, comme enlacées dans une étreinte amoureuse. Sauf que ces victimes, ce sont 2 hommes. Et à Giarre, en 1980, l'homosexualité n'est pas vue d'un très bon œil. Ceux qui s'aiment en dehors des carcans traditionnels sont un vrai tabou. Ici, les valeurs catholiques et surtout le modèle familial conservateur sont profondément ancrés. Les rares hommes qui assument leur homosexualité sont vus comme des déviants. On les fuit, comme la peste. Pour les pères de famille du coin, le destin de leur fils est déjà tout tracé. Ils finiront mariés à une femme qui leur donnera de beaux enfants. Alors le réflexe des gendarmes est de tout faire pour éviter que l'affaire ne s'ébruite. Les corps sont emportés par les médecins légistes, sans même prendre la peine d'examiner la scène de crime. On raconte que les 2 hommes se sont empoisonnés mutuellement, en espérant que personne ne cherche à comprendre, et que cette version suffise à classer l'affaire. Mais qui sont ces 2 hommes qu'on veut à tout prix oublier ? On ne découvrira leur identité que le lendemain, lors des autopsies. Il s'agit de Giorgio Giammona, âgé de 25 ans, et d'Antonio Galatola, seulement 15 ans. Ils se sont rencontrés 2 ans plus tôt, à une période qui était très compliquée pour Giorgio. C'est un garçon sympathique, qu'on croise souvent sur son scooter dans le voisinage. Il est plutôt réservé, il bégaye légèrement. Tout le monde le connaît, et tout le monde sait qu'il est gay. Il a décidé de ne jamais en avoir honte. Pourtant, il ne vient pas d'un milieu particulièrement tolérant. Il a grandi à Giarre, avec sa mère et son mari, mais il est né d'une relation extra-conjugale. Son père biologique, Salvatore, est un riche commerçant d'instruments de musique.
Quand Giorgio n'a que 6 ans, son beau-père meurt. Salvatore, son géniteur, ne veut pas prendre l'enfant à sa charge. Il veut même cacher ce fils, qui est le fruit d'un adultère. Car Salvatore est une personnalité connue en Sicile, et il tient à sa réputation. Il envoie Giorgio dans un internat catholique, auprès des prêtres salésiens. Après 8 ans passés chez eux, l'adolescent retourne vivre à Giarre. Mais il ne se sent plus à sa place dans sa petite ville natale, à cause de son orientation sexuelle. Sa relation avec son père continue de se détériorer, et ses liens avec les habitants aussi. En 1978, Giorgio commence à avoir des problèmes avec la police. On le surprend en plein rapport sexuel dans sa voiture, avec un jeune homme de 16 ans, alors que lui en a 23. Les regards en coin et les insultes homophobes commencent à fuser sur son passage. C'est à cette période qu'il croise le chemin d'Antonio Galatola. Ses parents, Orazio et Rosa, sont les seuls à l'accueillir et à l'accepter tel qu'il est. Giorgio est souvent invité à dîner chez eux. Il commence même à travailler avec Antonio et son père. Ils vendent des jouets dans un commerce ambulant et se déplacent dans toute la région. Giorgio et Antonio passent tout leur temps libre ensemble. Ils en profitent bien, jusqu'à ce que les parents d'Antonio s'aperçoivent qu'ils se sont rapprochés, sans vraiment connaître la nature de leur relation. Ils n'ont rien contre l'homosexualité, tant qu'elle reste chez les autres. Et ce qui les dérange, c'est bien leurs 10 ans d'écart. Tony, comme ils l'appellent, n'est encore qu'un adolescent. En Italie, le code pénal fixe la majorité sexuelle à 14 ans. La situation dégénère à partir du 17 octobre 1980. Les 2 jeunes hommes ont disparu, soudainement, sans prévenir personne. La mère de Giorgio tente de rassurer celle d'Antonio. Après tout, elle sait que son fils a l'habitude de fuguer, plusieurs jours, sans donner de nouvelles. Mais il finit toujours par revenir. Les proches d'Antonio restent très inquiets et se lancent à sa recherche. Ils passent toute la ville et ses environs au peigne fin. Les jours passent et toujours aucune trace du couple. Jusqu'à ce tragique soir du 31 octobre. Le 1er novembre, sur la table du médecin légiste, le mystère des amants de Giarre commence à s'éclaircir. Ils ont été tués d'une balle dans la tête chacun. Dans la poche du pantalon d'Antonio, on découvre un petit mot, écrit à la main sur un morceau de papier. Notre vie était enchaînée au ragot des gens. Nous ne voulons plus vivre. Une équipe retourne dans le verger, pour, cette fois-ci, véritablement examiner la scène. On retrouve l'arme du crime. C'est un pistolet, en partie enterré et avec le cran de sécurité abaissé. Le calibre correspond aux blessures infligées. Pour les gendarmes, le dossier est plié. Il s'agit d'un double suicide. Mais leur thèse ne tient toujours pas la route. Personne, dans l'entourage des 2 jeunes, ne reconnaît leur écriture sur cette prétendue note d'adieu. Et surtout parce que ça ne colle absolument pas avec les indices laissés sur les lieux. Comment auraient-ils pu se suicider tous les 2 et avoir enfoui eux-mêmes le pistolet à côté, surtout après avoir pris soin de régler la sécurité? Les analyses montrent que 7 coups ont été tirés au total. Alors comment expliquer qu'aucune douille n'ait été retrouvée sur place? Qu'il s'agisse de suicide ou de meurtre, une 3e personne était forcément présente pour les exécuter. Mais qui? Une réponse arrive le lendemain. Francesco Messina, le neveu d'Antonio, un garçon de 13 ans, se présente de lui-même à la gendarmerie. Avec une information capitale et complètement inattendue. Il confesse avoir tué Giorgio Giammona et Antonio Galatola.
Les gendarmes prennent sa déposition. Ciccio, comme on le surnomme, affirme avoir agi sur demande du couple. Il lui aurait offert une montre en récompense. Et ils auraient menacé de le tuer s'il refusait de leur tirer dessus. Les gendarmes souhaitent toujours étouffer l'histoire. Alors pour eux, sa confession est providentielle. Aux yeux de la loi italienne, Francesco est trop jeune pour être inculpé. Il faut avoir au moins 14 ans pour être poursuivi par la justice. Ils ne prennent donc pas la peine de passer ses mains dans un gant de paraffine, une substance utilisée pour détecter les traces de poudre d'arme à feu laissées sur la peau. Ce test aurait pourtant démontré s'il avait, oui ou non, tiré avec un pistolet pendant les dernières heures. L'adjoint au procureur de l'époque ne croit pas à la version invraisemblable de Ciccio. Selon lui, un jeune garçon de son âge n'aurait pas su manipuler une arme aussi lourde que celle-là. Et il l'imagine mal être capable de nettoyer une scène de crime. Les morts de Giorgio et Antonio ressemblent bien à des exécutions, mais il ne sera jamais chargé d'enquêter dessus. Quelques jours après ces déclarations, Ciccio se rétracte. Il raconte aux médias qu'on l'aurait giflé pour le faire avouer. Les agents auraient aussi menacé d'arrêter son grand-père s'il ne confessait pas les crimes. Les gendarmes sont simplement interrogés par des journalistes. Ils nient en bloc. Les investigations, quasi inexistantes, en restent là. L'affaire est définitivement close. Comme d'habitude, les rumeurs vont bon train à Djar. La version officielle ne convainc ni les proches des victimes, ni l'opinion publique. Mais tous semblent sûrs d'une chose: Giorgio et Antonio sont morts à cause de leur homosexualité. Même si, en réalité, Antonio n'avait jamais fait son coming out. Les habitants retournent à leur quotidien. Ils préfèrent oublier cette histoire sordide le plus vite possible. Et ils ne veulent surtout pas être associés à un tel scandale, une relation entre deux hommes. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais finalement, la nouvelle se répand dans toute la province. Les militants de la cause LGBT sont indignés. Giorgio et Antonio deviennent des symboles. Une semaine après leur décès, le Front unitaire homosexuel révolutionnaire italien, le Fuori, organise un débat dans la bibliothèque de Djar. Cette association est la toute première organisation de défense des droits LGBT créée en Italie. Elle a été fondée en 1971. Les habitants, avec tous leurs préjugés, affrontent les membres du Fuori, révoltés par ce crime de haine. L'ambiance est tendue. On conseille aux enfants de ne pas sortir ce jour-là, pour ne pas croiser de personnes homosexuelles. Malgré les frictions, la rencontre porte ses fruits. Marco Biceglia, un prêtre excommunié à cause de son homosexualité, est touché par l'histoire de Giorgio et Antonio. Le 9 décembre 1980, à Palerme, la capitale de la Sicile, il fonde un premier cercle gay informel au sein de l'Arci, une association culturelle. Depuis, l'Arci Gay s'est implantée dans toute l'Italie. Elle est devenue un modèle pour les autres associations LGBT nées dans son sillage. C'est grâce à elle que le mouvement de lutte contre l'homophobie a pris une ampleur nationale. Le 31 octobre 2020, le maire de Djar célèbre la première union civile entre deux personnes du même sexe dans cette ville.
le message est fort. Car le couple est celui de Massimo Milani et Gino Campanella, les 2 fondateurs officiels de l'Arcigay. Leur union rend hommage à Giorgio et Antonio, 40 ans jour pour jour après les faits, pour remplacer un acte de violence par un acte d'amour. Aux portes de la ville, le verger où le berger se promenait est devenu un parking dans une zone industrielle. Les habitants ont rayé le drame de leur mémoire. Mais le souvenir des amants de Djar perdure dans les cœurs de celles et ceux qui continuent à se battre pour l'égalité et la liberté. Vous venez d'écouter Diovedi Crimini, un podcast de Cyrielle Ferrand et Cloris Plogard. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour réagir à cette affaire et suivre l'indice qui vous mènera au prochain épisode.